Débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Bonjour à tous. Il y a 80 ans, les plages de Normandie ont été le théâtre d'un événement qui a changé le cours de l'histoire, le débarquement du 6 juin 1944. Imaginez des milliers de navires, couvrant la mer à perte de vue, des parachutistes descendant du ciel en masse et des soldats venus de divers horizons unis dans un même objectif, libérer l'Europe de l'occupation nazie. C'est le jour J et le début de l'opération Overlord, la plus grande opération amphibie de l'histoire militaire. Préparée dans le plus grand secret, elle a mobilisé des ressources humaines et matérielles sans précédent. Plus de 156 000 soldats alliés ont pris d'assaut les plages de Normandie, affrontant une résistance acharnée, des fortifications redoutables et des conditions météorologiques capricieuses. Mais comment cette opération a-t-elle été planifiée et exécutée ? Quels ont été les défis auxquels les soldats ont dû faire face ? Et quelles ont été les conséquences de ce débarquement sur le cours de la Seconde Guerre mondiale ? Remontons donc dans le temps pour comprendre comment le débarquement du 6 juin 1944 a pu réussir et changer le cours de l'histoire. Depuis 1939, la Seconde Guerre mondiale fait rage, entraînant des millions de personnes dans un conflit dévastateur. En 1944, l'Europe est largement sous le joug de l'Allemagne nazie, avec des fronts ouverts à l'Est contre l'Union soviétique et à l'Ouest, les Alliés cherchent un moyen de reprendre pied sur le continent européen. Un premier débarquement avait eu lieu en Afrique du Nord en novembre 1942, c'est l'opération Torche, suivi quelques mois plus tard en juillet 1943 d'un autre en Sicile et en septembre en Italie continentale. Mais la résistance des Allemands est terrible et la progression des Alliés compliquée. L'Europe, en fait, apparaît clairement comme une forteresse, bien contrôlée par les nazis. Et depuis 1942, Staline plaide pourtant pour un débarquement massif à l'ouest de l'Europe. Il veut alléger la pression militaire allemande sur son front à l'est. Et l'idée avance lors de la conférence de Téhéran en 1943, où sont décidées les opérations Bagration à l'est et son équivalent à l'ouest, l'opération Overlord. Mais pour cela, il faut trouver un moyen de débarquer sur les côtes européennes, ce qui n'est pas une mince affaire. Les Allemands ont en effet construit une véritable forteresse le long des côtes françaises, belges et néerlandaises, avec des bunkers, des mines et des obstacles en tout genre. C'est le mur de l'Atlantique. Et où percer ce mur ? Le choix se porte sur la Normandie. Cette région présente en effet plusieurs avantages. Elle est suffisamment proche de l'Angleterre pour permettre un soutien logistique important. Elle dispose de plages assez larges pour accueillir un grand nombre de troupes, et elle est relativement peu défendue par les Allemands, qui pensent que les Alliés choisiront plutôt le Pas-de-Calais, plus proche de l'Angleterre, mais aussi plus proche de l'Allemagne. La planification de l'opération est minutieuse et implique des mois de préparation secrète. Les forces alliées, sous le commandement du général américain Dwight Eisenhower, doivent coordonner les armées de plusieurs pays, incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et d'autres nations encore. Paradoxalement, alors que le débarquement est prévu en Normandie, il n'y a quasiment pas de Français. Les Alliés n'ont pas une grande estime de la France libre et ils ne veulent pas associer De Gaulle aux opérations et à l'organisation du débarquement. En plus, Roosevelt n'aime pas De Gaulle. Il y voit un dictateur en puissance et les Alliés jugent l'armée française reconstituée beaucoup plus utile en Méditerranée contre l'Italie et potentiellement dans une opération en Provence. Des négociations très dures vont donc avoir lieu, qui aboutissent à ce que au moins une division blindée puisse participer au débarquement. Mais attention, pas le jour même, les jours qui suivent. De Gaulle lui-même n'est informé par Churchill que le 4 juin de l'imminence du débarquement. Et donc, les seuls Français qui vont participer au jour J, le 6 juin 1944, sont les 177 commandos Kiefer, qui sont alors sous uniforme britannique. Alors c'est une participation héroïque, notamment pour la prise du casino d'Ouistreham, mais symbolique, c'est 0,12% des soldats débarqués.
Mais revenons à l'organisation du débarquement. Côté logistique, c'est aussi un autre défi de taille. Il faut préparer des milliers de navires, de véhicules, des tonnes de matériel, sans parler de la formation spécifique des troupes à ce type d'assaut amphibie. Et donc, imaginons que pendant des mois, des milliers de soldats sont entraînés dans le plus grand secret, des plans sont élaborés et des équipements mis au point. On construit ainsi des milliers de péniches de débarquement. Et parallèlement, les Alliés mènent une véritable guerre de l'information. Ils utilisent des leurres, des fausses informations, pour tromper les Allemands sur l'endroit où va avoir lieu ce débarquement. L'opération Fortitude cherche ainsi à faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu en Norvège. Ça, c'est la branche Fortitude North. Ou dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est la branche Fortitude South. Et on diffuse une quantité astronomique de fausses informations et de leurres. Les agents doubles sont mis à contribution et les Alliés vont même créer une fausse armée gonflable que l'on dispose dans le Kent, prête à débarquer dans le Pas-de-Calais pour tromper les Allemands. Alors, l'opération n'est qu'un demi-succès, car à cette époque, il n'y a plus vraiment d'avions de reconnaissance allemands, donc ils passent assez largement à côté du piège. De toute manière, ils sont déjà persuadés que c'est au Pas-de-Calais que le débarquement va avoir lieu. Ils gardent donc une masse de troupes dans cette région, prêtes à réagir, comme la première division de Panzer SS. Mais maintenant, quand débarquer ? Initialement, c'est le 5 juin qui est prévu. Mais Maureen Sweeney, une météorologue irlandaise qui observe l'Atlantique depuis un phare au nord-ouest de l'Irlande, voit une dégradation importante du temps. Elle envoie un rapport, le 3 juin, annonçant une terrible tempête à venir. James Tagg, le chef météorologue au quartier général britannique, va suivre son rapport et par ses calculs, il observe une fenêtre de temps calme, alors pas idéal mais calme, pour le 6 juin. Un temps nécessaire et essentiel pour les parachutistes et les navires amphibies. Eisenhower se laisse convaincre et décale l'opération au 6 juin. Coup de chance, Rommel, le commandant en chef allemand, pense lui aussi que le débarquement ne peut pas avoir lieu parce qu'il fait vraiment un trop mauvais temps. Et donc il rentre en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme, il a prévu de lui offrir des chaussures françaises. Le 5 juin, au soir, et comme tous les soirs depuis le début de la guerre, Radio Londres diffuse l'émission « Les Français parlent au français ». Alors la rubrique qu'on appelle les messages personnels s'adresse en fait aux résistants, auxquels on transmet des informations codées. Le 4 juin, ils ont pu entendre le début des vers de Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne. Et les réseaux de résistance savent bien que lorsque le vers sera complet, le débarquement aura lieu le lendemain. Et donc, ce soir du 5 juin, voilà ce que l'on entend sur Radio Londres. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Pendant la nuit, 800 avions traversent la Manche, avec plus de 13 000 parachutistes américains et 8 000 britanniques. Ils sont largués derrière les lignes ennemies pour sécuriser les zones de largage et perturber les défenses allemandes. Bon, l'opération ne tourne pas très bien. Du fait du mauvais temps, de l'inexpérience des pilotes, des tirs de la défense antiaérienne allemande, la fameuse Flak, il n'y a que 13% des parachutistes qui arrivent à l'endroit prévu. Et la moitié arrive dans un rayon de 3 km. Beaucoup se perdent dans le bocage ou les marais. Il y en a même un qui se retrouve bloqué sur le clocher de Sainte-Mère-l'Église. Si vous passez dans le coin, vous pourrez le voir. Enfin, un mannequin avec son parachute, bloqué sur le clocher. Mais paradoxalement, il y a un effet positif de ce demi-échec des parachutistes. La dispersion crée de la psychose et une totale confusion chez les Allemands qui voient des paras partout. Et alors, pendant que les parachutistes sont largués, 5000 bateaux voguent vers la Normandie. Il faut imaginer la tête des Allemands dans les bunkers du mur de l'Atlantique qui voient la ligne d'horizon progressivement se remplir de navires à perte de vue. Mein Gott. Le débarquement. Ils arrivent. Alors Herr Oberstleutnant, c'est le débarquement. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires, là, devant moi. Un peu de sang-froid, mon cher Floscat.
Les Américains et les Anglais à eux tous n'ont pas la moitié de ces navires. C'est idiot, si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même, ils sont des milliers. À vrai dire, les Allemands ont à peine le temps de réaliser que la marine alliée bombarde les défenses côtières pour préparer le terrain à l'infanterie qui s'apprête à débarquer. Mais les tirs sont mal calibrés, ils sont un peu trop hauts, et les défenses allemandes sont très solides. C'est pourquoi, malgré le pilonnage massif, il reste encore beaucoup de bunkers opérationnels. Le débarquement à proprement parler, ce que l'on appelle l'opération Neptune, va concerner 50 km de plage normande. Alors on leur a donné des noms de code. Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Ces noms ont été choisis parce qu'ils sont faciles à retenir et surtout à communiquer dans le feu de l'action. Utah et Omaha sont affectés à l'armée américaine, Gold et Sword aux Britanniques et Juno aux Britanniques et aux Canadiens. À l'aube, les barges de débarquement s'approchent des plages. La houle est terrible, si terrible que beaucoup de soldats sont malades. Mais le débarquement était si bien préparé qu'on a même prévu des petits sacs en papier pour eux. À Gold et à Utah, il y a peu de résistance allemande et donc peu de pertes chez les soldats. À l'inverse, à Sword, Juno et surtout à Omaha, c'est un véritable enfer de feu et de sang. Les défenses allemandes sont terribles. Alors en plus, le choix a été fait de débarquer à marée basse pour voir les obstacles minés sur les plages. Mais à Omaha, cela implique de traverser près de 300 mètres sous les tirs de l'artillerie et des mitrailleuses MG avec au bout des hauteurs à franchir et des fortifications à détruire. En plus, on ne peut même pas compter sur les chars amphibies qui avaient été prévus. Ils ont été lâchés trop tôt et ils ont quasiment tous coulé avant d'atteindre le rivage. Les blindés ont été bien mieux acheminés sur les plages britanniques et d'ailleurs ils se sont montrés très efficaces face aux défenses allemandes. Quant au bombardement de l'aviation, ils sont trop éloignés des plages. Oui, la volonté c'est de ne pas toucher les barges de débarquement. Mais de ce fait, les 5000 bombes qui tombent vont tuer 600 civils, sans vraiment détruire les défenses allemandes. Omaha Beach est donc un enfer, voire un piège pour les soldats américains. La plage est surnommée la Sanglante, et elle représente à elle seule 30% des pertes du 6 juin, soit 4720 tués, disparus ou blessés. Et face à ce bilan, le commandement hésite même à abandonner la plage. Sur Juno Beach, les Canadiens montrent une bravoure exceptionnelle, progressant plus rapidement que prévu malgré de lourdes pertes. À Sword et Gold, les Britanniques et leurs alliés parviennent à établir des têtes de pont solides, malgré la complexité des obstacles anti-débarquement et le feu ennemi. En fait, chaque plage a ses histoires de courage individuel et d'initiatives audacieuses. Les ingénieurs, les démineurs vont jouer un rôle crucial pour ouvrir la voie aux troupes et aux chars d'assaut qui suivent. Les forces alliées doivent surmonter donc non seulement les défenses ennemies, mais aussi le chaos des éléments naturels, avec des vagues hautes, un vent qui rend la navigation périlleuse et une météo exécrable. Mais au fur et à mesure que la journée avance, ils commencent à prendre le dessus. Les renforts arrivent, et avec eux l'équipement lourd nécessaire pour briser des défenses plus profondes. 4 plages sur 5 sont prises dans la matinée. Pour Omaha, il faut attendre le début d'après-midi. Et les forces aéroportées, qui ont été larguées dans la nuit, ont fini par sécuriser les ponts et les carrefours clés dans l'arrière-pays. Et progressivement, elles rejoignent les troupes de plage pour former un front uni. Alors ce n'est que le début de la bataille de Normandie, mais le 6 juin marque un tournant décisif. Malgré les nombreux obstacles, malgré les pertes humaines, les Alliés ont réussi à établir une tête de pont en Normandie. Dans les jours qui suivent, des renforts sont envoyés sur les plages, ainsi que des équipements et des fournitures. Alors, l'idéal eût été d'avoir un port. Mais les Alliés sont bien conscients que ce sera long et compliqué de libérer les ports les plus proches. Et donc ils ont prévu un port artificiel, qui est assemblé morceau par morceau à Arromanches, c'est-à-dire Gold Beach. C'est ce que l'on va appeler le port Winson, baptisé ainsi en l'honneur du Premier ministre britannique Winston Churchill. Et ce port Winson va fonctionner grâce à une rade de 12 km de long. En 3 mois, il va débarquer 2,5 millions d'hommes, 500 000 véhicules, 4 millions de tonnes de matériel.
Et grâce à l'arrivée massive de tout cet équipement et des soldats, les troupes alliées avancent vers l'Est en direction de l'Allemagne. Mais cela reste très compliqué. La bataille de Normandie s'étend ainsi sur plus de 2 mois, avec des affrontements féroces comme ceux de la poche de Falaise, où les forces allemandes tentent désespérément de contenir l'avancée alliée. Les villes normandes subissent de lourds bombardements et la région est dévastée. Les combats sont intenses dans le bocage. Mais petit à petit, les Alliés repoussent les forces nazies. Le 15 août 1944, un second débarquement a lieu en Provence. Cette fois-ci, il s'agit surtout de forces franco-américaines qui progressent ensuite rapidement dans la vallée du Rhône. Le 19 août, Paris se soulève grâce à l'action de la résistance. La 2e division blindée du général Leclerc, qui elle aussi a débarqué en Normandie, vient à leur aide. Et la ville est libérée le 25 août. En fait, l'opération Overlord est souvent vue comme un accélérateur de la fin pour l'Allemagne nazie. En effet, avec l'ouverture d'un 2e front majeur en Europe de l'Ouest, les forces allemandes, qui sont déjà épuisées sur le front de l'Est contre l'Union soviétique, sont étirées à leurs limites. Et le débarquement en Normandie force Hitler à répartir ses ressources, affaiblissant ainsi sa position sur tous les fronts. Le jour J reste donc l'un des plus grands exploits militaires de l'histoire. Et c'était loin d'être gagné au départ. D'ailleurs, Eisenhower, qui remercie le soir du 6 juin ses soldats, avait préparé un autre discours en cas de désastre, dans lequel il prenait sur lui la responsabilité de l'échec. Voici ce qu'il dit au peuple d'Europe, le soir de ce jour le plus long, selon l'expression de Rommel. Nous sommes à la veille de grandes batailles. Je demande à tous les hommes qui aiment la liberté d'être des nôtres. Que rien n'ébranle votre foi. Rien non plus n'arrêtera nos coups. Ensemble, nous vaincrons. Et comme le dit le responsable de l'opération Overlord, la guerre n'est pas terminée au 6 juin 1944. Il faut encore près d'1 an pour que l'Allemagne capitule, sous la pression des Soviétiques d'abord, à l'Est, puis des Alliés occidentaux, à l'Ouest. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et vous a permis de mieux connaître cet événement important de la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes de passage en Normandie, je vous conseille d'aller voir les cimetières militaires, où reposent des milliers de soldats de diverses nationalités. Toutes les tombes témoignent du prix payé pour la liberté. N'hésitez pas à me dire sur Spotify ou Apple Podcasts ce que vous avez pensé de cet épisode, et même du podcast en général. J'adore lire vos commentaires, et ils sont très importants pour m'encourager à poursuivre ce travail. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Instagram ou encore Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.